Alors maintenant, on est là pour parler de marqueterie, pour parler d'ébénisterie, de clients du luxe. Et donc, j'attends Jalu Ébénisterie. Je pense que c'est Yann que je devrais voir apparaître. Et son modérateur, Eric, qui est Eric Feltrin, voilà, qui est en journée porte ouverte à la source. Donc, il est possible qu'il soit un petit peu en retard. Mais ah non, bravo Eric, tu es là. Tu veux me mettre en grand? Voilà, super. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour, je suis pile à l'heure. Hein. Je vais C'est vous parfait. je suis toujours au lycée, moi derrière, je suis à l'atelier là. Donc, Bah ouais, t'es en porte ouverte. On attend notre invité. On n'a pas encore les Jalu et Bénisterie qui est là. Je crois que c'est Yann qui va intervenir. Donc on les attend. Pendant ce temps-là, j'en profite pour accueillir ceux qui ne sont pas avec nous depuis 9 heures du matin dans notre grand marathon des métiers d'art. Donc bienvenue à tous dans ce forum en ligne Sauvons les métiers d'art organisé par l'association The Craft Project. Donc Sauvons les métiers d'art est une mobilisation. Ce sont des professeurs, des enseignants et des élèves, mais aussi des professionnels des métiers d'art qui se réunissent pour dénoncer la diminution drastique des heures d'enseignement en atelier dans le cadre de la réforme du diplôme DNMAD. Vous pouvez aller sur notre site The Craft Project, il y a un onglet qui s'appelle Servir les métiers d'art où vous pourrez trouver un lien vers la pétition Sauvons les métiers d'art qui a déjà recueilli 15 000 signatures. C'est énorme et c'est un énorme succès. C'est la pétition que les élèves ont mis en ligne et qui a beaucoup circulé. Donc, vous pouvez la signer en allant sur notre site thecraftproject.fr. Vous pourrez aussi écouter le podcast d'Arnaud Magnien et Chloé Vanier. Arnaud Magnien est professeur à l'école Boulle, Chloé est son élève et leur dialogue permet vraiment de comprendre les problématiques de cette réforme. Donc, nous, le Craft Project, on est une association de loi 1901. C'est aussi un podcast que j'espère vous connaissez, ou sinon il faut absolument que vous le connaissiez parce que c'est 50 épisodes qui sont en ligne et qui vous permettent de découvrir des parcours exemplaires dans les métiers d'art. Donc, l'association, vous pouvez adhérer. On a fait ce forum en vous écoutant pendant les manifestations et en comprenant que les étudiants avaient besoin de parler aux professionnels pour poser leurs questions, leurs interrogations sur leur avenir, sur ce que les ateliers attendent d'eux quand ils sont tout jeunes diplômés et qu'ils arrivent à l'atelier. Donc voilà, on vous a mis ensemble, on vous a mis à disposition depuis ce matin des professionnels exceptionnels dans tous les métiers que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Donc Yann, qui dirige l'atelier Jalu Ébénisterie, est là pour répondre à vos questions. Eric Feltrin, professeur au lycée La Source. Donc Eric, je te laisse rapidement te présenter, puis passer la parole à ton invité. d'accord. Donc, moi, je suis Eric Feltrin. Je suis à l'origine ébéniste marketeur diplômé de l'école Boulle en 1990. Ça fait de moi un ancien. J'ai travaillé dans la maquette et le prototype entre la maquette d'archi et le flaconnage de parfum, hein, faire les protos des flacons de parfum. Après, je suis retourné à mes premiers amours qui étaient la matière, le bois, hein. Et je suis retourné travailler chez divers artisans et j'ai fait un peu de restauration. Après, je suis rentré en 1995. On m'a demandé d'enseigner la marqueterie au lycée des métiers d'art du bois et de l'ameublement à Revel. C'est près de Toulouse. Et j'y suis toujours, mais à côté, j'ai monté une profession libérale en l'an 2000 jusqu'en 2018, là où pour diverses raisons, j'ai arrêté la profession libérale. Donc, je suis resté en profession libérale pour garder un contact avec ce que moi j'appelle le monde du réel pendant 18 ans. Voilà mon petit parcours, on va dire. Alors, c'est moi qui donne la main à... Non, en fait, tu n'as rien à faire techniquement, c'est juste par la parole, peut-être Voilà. proposer à ton invité de se présenter. Alors, Yannick, Yann. l'honneur. Ou c'est Yann, oui, Ouais. d'accord. J'ai vu Alexandra. C'est parti. Oui, bah, bonjour. Donc, Yann Jalu, je sais pas, vous m'entendez? Oui, parfait. Ok, juste un petit take. Donc, j'ai une entreprise d'ébénisterie. Mon parcours, c'est un parcours un petit peu classique. En tout cas, au début, j'ai fait un lycée professionnel, un BEP menuiserie suivi d'un brevet technicien en ébénisterie. Ensuite, j'ai fait 7 ans chez les Compagnons du Devoir où j'ai effectué tout mon tour de France. À la suite de mon tour de France, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Donc, pendant 6 ans, j'ai continué mon métier dans l'ébénisterie à New York.
où j'ai pu côtoyer déjà tout ce milieu du luxe, en fait. C'était un petit peu le départ de mon initiation dans le luxe. Et en 2006, je suis rentré en France. Depuis 2006, donc j'ai mon entreprise en Bretagne où j'accueille les stagiaires, beaucoup de jeunes diplômés de marqueterie. Et aujourd'hui, donc, on a un atelier qui comprend environ 17 personnes en ce moment. On est souvent entre 17 et 20 personnes, tout dépend un peu de l'activité marqueterie de paille. Et notre activité principale, donc, c'est la création de mobilier de luxe pour des décorateurs architectes, mais aussi une très grosse partie qui est du design en fait que l'on fait en interne. Donc, on a aussi notre propre ligne de meubles que l'on met sur le marché. Voilà. Bon, je peux poser la première question. Donc, moi, j'aimerais savoir ce qui vous a décidé à Sandra et à toi à venir vous réinstaller en France pour démarrer cette entreprise. C'est une bonne question parce que c'est sûr qu'on peut penser qu'aux États-Unis, il y a quand même plus de potentiel du point de vue client. Une des majeures, il y a eu plusieurs concours de circonstances. Moi, j'étais depuis 6 ans au sein d'un atelier qui me plaisait, sauf que j'avais envie de créer mon entreprise. Je ne voulais pas le faire et puis me mettre en concurrence, entre guillemets, avec mon ancien patron. Donc, par choix éthique, j'ai préféré m'éloigner géographiquement, en tout cas, de mon ancien patron pour créer mon entreprise. Ça, c'était une des raisons. La deuxième raison, c'est que on avait un enfant, notre fils est né aux États-Unis. Il avait 2 ans et demi à l'époque et c'était un petit peu compliqué de vivre aux États-Unis avec un enfant en bas âge, plus tous les coûts supplémentaires que ça engendre. Donc, il y avait une histoire de famille. On voulait se rapprocher de ma famille en Bretagne. Et puis, créer son entreprise en France, c'est aussi, et là, je pense que c'est un point important, c'est aussi l'accès à justement des professionnels qui sont aussi reconnus dans leur métier, puisque en France, on a des formations dans les métiers d'art qui sont, je pense, inégalées d'un point de vue mondial. Donc, il y avait aussi cet aspect-là que moi, j'avais rencontré en fait aux États-Unis, où à certains moments, on voulait recruter des gens, mais on ne trouvait pas les personnes en face. En tout cas, pas les compétences. D'accord. Et donc, deuxième question, est-ce que tu as pu ramener des États-Unis ou des divers contacts que tu avais, on va dire un carnet client, ou tu as démarré au niveau clientèle à zéro? Non, justement, ça faisait partie de ce que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire que j'ai décidé dès le départ, en âme et conscience, de repartir à zéro et de ne pas aller piquer les clients de mon ancien patron, en fait, puisque c'était vraiment pas mon objectif. Je voulais vraiment être je voulais pouvoir me regarder dans le miroir et puis dire que j'avais fait mon truc tout seul. Ah, d'accord. Et donc, en arrivant en France, ça t'a été facile de monter l'entreprise ou tu as rencontré des difficultés, on va dire? Ça n'a pas été évident parce que donc, j'ai créé l'entreprise en septembre 2006. Les premières années, je faisais des petits travaux d'agencement, aménagement, en fait, surtout sur Paris. J'ai eu la chance, par des différentes connaissances, notamment des compagnons qui étaient situés plutôt dans le milieu de l'agencement. Ils m'ont mis en relation avec une décoratrice qui, à l'époque, cherchait plutôt un ébéniste spécialisé dans le meublant. Donc, donc cette décoratrice, Brigitte Sabi, m'a lancé un petit peu dans ma carrière française, en fait. C'est une personne qui
adore les métiers manuels, qui fait vraiment beaucoup de choses pour aider tous ces gens qui ont un savoir-faire manuel qui est souvent peu reconnu, et puis qui aide souvent je dirais, des petites entreprises au départ qui ont du mal à se faire voir, en fait. Donc ça, je pense qu'en France, c'est un peu la difficulté, c'est qu'il y a déjà des grands groupes, des grandes entreprises qui sont là, qui embauchent, bien sûr, mais faire son trou, c'est pas forcément évident. La deuxième problématique, ça a été la crise de 2009, en fait, qui a mis du plomb dans l'aile un peu à tout le monde. Ça a un peu freiné les choses. Alors, nous, on a réussi à passer cette crise parce qu'on avait déjà un carnet de commandes qui était assez complet. Et puis, à l'époque, si je me souviens bien, je crois qu'on n'était que 2 ou 3 dans l'atelier. Donc, j'avais besoin de moins de travail d'avance, en fait. Mais ça reste quand même un challenge pour monter son entreprise et arriver dans le milieu du luxe à armes égales avec les autres. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté après, on va dire, vers la marqueterie de paille? Vers la, pardon? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté après vers la marqueterie de paille? C'est une rencontre? C'est une commande? Comment ça s'est produit? Parce que c'est quand même on va dire, c'est quand même un matériau qui a été employé, qui est pas nouveau, hein, c'est pas une nouveauté, mais qui a été un peu éteint pendant une certaine période et qui revient aujourd'hui au goût du jour. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché de la marqueterie de paille? La marqueterie de paille, alors on a commencé à en faire de nous-mêmes, en autodidacte. Et puis, on a commencé à le proposer à nos clients. On a fait des échantillons. Il y a quelques clients qui ont adhéré, dont cette décoratrice, Brigitte Sabi, dont j'ai nommé le nom tout à l'heure, pour qui on a fait quelques créations pour des salons. Et puis nous, on a continué de notre côté aussi en parallèle à développer des nouveaux motifs, des finitions sur la paille, des combinaisons, paille, parchemin. C'est toujours ce qui nous caractérise aussi dans l'entreprise, c'est les différentes matières que l'on utilise. On a la paille, mais on utilise plein d'autres matières de l'époque Art déco. Et on a essayé de trouver des combinaisons intéressantes. La paille, au début, ce n'était pas forcément ce qui marchait le mieux dans l'entreprise. On avait un petit projet comme ça de temps en temps. Et puis, je pense que c'est un peu un effort commun de tous les gens qui font la marqueterie de paille. À force de le présenter sur le marché, de trouver les bons décorateurs, il suffit d'un projet qui se déclenche, qui fasse un petit peu de publicité un peu nationale. C'est aussi les décorateurs hein, qui font le marché. C'est aussi eux qui mettent en avant ces matériaux-là. Parce que nous, on a beau créer des choses, mais il faut pouvoir les vendre, il faut pouvoir les placer auprès des clients. Je pense que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'essayer de faire voir aux décorateurs ou aux clients particuliers ce que l'on peut faire avec la paille et jusqu'où on peut emmener en fait ce matériau. Est-ce que, enfin, bon, là, on est dans une période évidemment un peu compliquée avec la pandémie, mais est-ce que généralement, vous participez à bon nombre de salons professionnels sur l'année, 3, 4, 5, ou c'est un domaine où vous ne mettez pas forcément les pieds, parce que ça a un coût, évidemment, Là, donc oui, enfin, en ce moment, c'est vraiment une situation particulière. Donc, ouais. Comme on le sait, tous les salons sont entre parenthèses. Donc, alors oui, on participe à des salons. Au début, on était plutôt sur je dirais, des salons sur Paris, principalement. Maison Objet, les salons du Carrousel du Louvre. Après, on a participé, depuis le début, on participe au Salon Révélation au Grand Palais.
On a fait d'autres salons à l'étranger aussi, à New York, en Angleterre. On essaye de diversifier un petit peu les salons, mais plus les années passent, plus on trouve que malheureusement les salons auxquels on participe ne sont pas forcément adaptés à l'entreprise, ou en tout cas on ne trouve pas forcément la clientèle que l'on recherche en face. Pourquoi? Parce que les salons ne sont pas forcément entièrement bien axés luxe ou grand luxe en fait. On a beaucoup de salons qui sont plutôt, je dirais, artisanat d'art, petits objets ou objets faciles à vendre sur un salon. Mais quand on parle d'un meuble, c'est quand même tout de suite un budget un peu plus important et ça reste plus difficile à vendre sur un salon à une clientèle particulière. Ouais, d'accord. Et vous possédez un showroom sur Paris ou vous êtes associé avec une galerie pour exposer vos créations ou les gens viennent simplement à l'entreprise? Alors, on a depuis janvier 2020, c'était pas forcément la bonne date, mais on a ouvert une galerie à Paris. Donc, on a notre propre galerie où on expose nos créations. Donc, malheureusement, c'est un peu difficile aujourd'hui de juger les retombées de la galerie, puisque en fait, la galerie a été ouverte un petit peu plus que 6 mois dans l'année 2020, donc ce qui est très peu. Sachant que sur les 6 mois, il y en avait 5 où il était interdit de circuler par avion. Donc, toute la clientèle étrangère, on ne l'a pas vue du tout. Habituellement, même ici dans l'atelier, on reçoit beaucoup d'étrangers. Paradoxalement, on n'est pas à Paris, c'est pas forcément facile de venir jusqu'en Bretagne. Mais je dirais c'est que 1 heure et demie en train de la gare Montparnasse, donc c'est quand même presque proche. On peut faire l'aller-retour dans la journée. On reçoit beaucoup de décorateurs ici, surtout étrangers, qui sont friands de venir voir les ateliers de production, voir que c'est fait en France, voir qui sont les gens derrière ces meubles qui fabriquent en fait, comment c'est fait. Et puis, il y a la petite partie, je dirais, sympa, où ils découvrent aussi une partie de la France. On n'est pas très loin du Mont-Saint-Michel. On a à proximité un joli château avec des jardins classés. Donc, ça permet d'allier l'utile à l'agréable. Et ça, c'est un petit plus que forcément les entreprises sur Paris ne peuvent pas forcément offrir, quoi. Ouais. Et en concurrent direct, on va dire en Europe, hein, pas en France, mais en Europe, est-ce que vous avez eu vent d'entreprises alors, on parle beaucoup des pays de l'Est, là, qui sont, enfin, nous, au niveau du Sud-Ouest, les artisans que l'on rencontre sont en train de nous dire que les pays de l'Est sont en train de proposer des objets à des prix défiant toute concurrence, pas forcément mal faits en plus, et ils sont un peu en train de casser un petit peu le marché. Est-ce que vous ressentez ça aussi dans le coin où vous vivez ou pas? Personnellement, c'est la première fois que j'entends parler des pays de l'Est. Bon, je connais une entreprise qui fait de la sculpture euh, en commande numérique, en fait, qui est vraiment bluffante. Ouais. C'est à peu près la seule entreprise que je connais des pays de l'Est. Alors, après, je ne suis pas forcément non plus peut-être sur sur les mêmes salons, sur le même secteur d'activité ou la même clientèle, mais nous, en concurrence, on a... c'est un peu dans le mobilier, on n'est pas non plus nombreux en France à vraiment avoir une entreprise de taille, je dirais, quand même un peu importante, pouvoir fournir du mobilier très haut de gamme, très luxueux, en fait, avec des matériaux différents. On est peut-être, je dirais, peut-être
3, 4 en Europe, en fait, à pouvoir prétendre cette qualité. Il y a une entreprise en Angleterre qui s'appelle Silver Lining, qu'on connaît assez bien. Il y a les ateliers Rinck qui ont une très belle prestation. Et puis, il y a des belles entreprises en Allemagne aussi. Mais les pays de l'Est, personnellement, je sais pas, c'est pas arrivé jusqu'en Bretagne, en tout cas, pour l'instant. Non, non, mais bon, mais c'est possible que ça arrivera un jour. Hein. Bah, non, on ne le souhaite pas, mais comme j'ai été à Prague l'an dernier, j'ai vu des choses un peu particulières. Ouais, c'est pour ça que je posais la question. Là. Mais ce sont pour avoir travaillé avec des Polonais et des Russes pendant que j'étais aux États-Unis, ce sont des personnes en fait qui ont un excellent savoir-faire. En tout cas, oui. historiquement, ils sont très bons en fait. Donc, je suis pas surpris qu'on les retrouve aujourd'hui avec Internet. Peut-être qu'ils ont trouvé un filon pour se faire connaître, hein, tout simplement. Et ma dernière question, parce qu'après, il faut qu'on tienne les horaires. Est-ce que vous vous êtes essayé à la marqueterie de pierre? Alors, la marqueterie de pierre, pas proprement dit, non. On a une activité dans l'entreprise où on travaille la pierre, en fait. On travaille cette pierre de gypse. Depuis de nombreuses années, on a été les premiers à le faire. On est, je dirais, un peu leader sur ce marché-là. Mais on ne travaille pas de façon très marqueterie comme on pourrait l'entendre, en fait, mais plutôt en motif géométrique. D'accord. Et ça séduit pas, parce que c'est un mariage intéressant, je trouve. Pour nous, oui, c'est un produit que l'on vend, je dirais, très, très souvent, en fait, puisque dans l'atelier, autour de moi, aujourd'hui, là, dans l'atelier, on doit avoir 3 pièces en marqueterie de gypse qui sont soit en production, soit terminées. D'accord. Ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, moi, j'ai fini mes questions, Raphaël. Ouais. Merci Eric. Mais écoute, il y a eu beaucoup de questions. Il y a une première question que je trouve très intéressante sur les CITES, parce que est-ce que parfois tu utilises, Yann, des matières rares soumises à CITES? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est compliqué pour toi pour l'export? En fait, on n'en utilise pas. Ok. Les matières rares, non, on n'a pas de vraiment. Bon, on utilise du galusha, mais c'est pas protégé. Enfin, en tout cas, d'où il vient en Asie, c'est des animaux d'exploitation, donc c'est pas protégé. La corne de buffle, c'est pareil. Il y a juste besoin de certificat d'importation de la matière, mais on n'est pas dans des matériaux ou des animaux qui sont en voie de disparition. Ok, donc c'est un choix de ne pas utiliser ces matières rares pour pas compliquer l'export, ou c'est juste c'est pas dans votre processus créatif, vous n'avez pas envie de ces matières-là? Ouais, je pense qu'on a déjà bien assez de matière à disposition. Si on commence aussi à utiliser des plaquages euh, qui sont des bois qui sont interdits à l'export, bon, déjà, ça complique l'export. Même, je dirais que ça peut vraiment engendrer des conséquences financières importantes. J'ai pas vraiment besoin d'aller vers ça. Je pense qu'avec tout ce qu'on a autour de nous qui est exploitable, il y a déjà bien assez de belles matières sans aller encore piocher dans ce qui n'est presque plus sur la Terre. Ouais, bien sûr. Alors, il y a des étudiants qui veulent savoir si, en tant qu'étudiants en métier d'art, ils peuvent venir visiter l'atelier. Est-ce que vous accueillez des visiteurs? Ouais, c'est assez rare qu'on ait des visiteurs étudiants. On n'a pas structurellement, l'atelier n'est pas vraiment ouvert au public déjà, puisque ça reste un atelier, donc par mesure de sécurité, on ne le fait pas. Mais là, on va ouvrir, cette année, on va ouvrir nos portes pendant les journées européennes des métiers d'art. Donc, ça sera l'occasion pour ceux qui veulent venir peut-être d'en profiter.
Alors, comme on est sur un forum autour de la formation, est-ce que Yann, tu peux nous dire quels sont les critères pour toi de recrutement d'un jeune diplômé dans ton atelier? Qu'est-ce que tu vas attendre de lui? Moi, ce que j'attends de quelqu'un qui est jeune diplômé, c'est d'être déjà conscient que forcément, un premier travail, quand on arrive dans une entreprise et qu'on a un premier travail, euh, je sais que ce n'est pas évident pour les jeunes parce ils sortent du système scolaire, c'est un petit peu une continuité pardon, de l'éducation, de leur éducation, mais il y a quand même un aspect de temps qu'il faut prendre en considération pardon, dans le travail, puisque entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on est obligé de produire, je dirais, dans un atelier avec des heures de travail qui sont fixes, une qualité qui est demandée, il y a souvent un petit décalage en fait entre l'école et le monde du travail, ce qui est tout à fait normal. Il faut s'habituer à une production entre guillemets. Dans les qualités que je recherche, c'est aussi, je dirais, des gens qui savent s'adapter à une équipe, parce qu'une entreprise, c'est pas des individus qui travaillent côte à côte, c'est vraiment une équipe. On peut avoir, moi ça me dérange pas d'avoir des gens qui sont en train de continuer à apprendre, comme de toute façon on le fait tous au cours de notre vie, mais je préfère avoir des gens qui sont un petit peu moins informés et qui s'adaptent bien dans mon équipe plutôt que d'avoir des personnes qui sont, je dirais, qui ont un peu la grosse tête et qui n'arrivent pas à se mouler dans l'environnement dans lequel ils travaillent. Il y a combien de salariés à l'atelier? 17. Dans l'atelier, j'ai 7 ébénistes et en ce moment, j'ai 5 marketeurs en ce moment. Et là, on est en train de recruter peut-être un autre marketeur, une autre marketeuse pour, pour les prochains mois. D'accord. Donc, il y a une formation qui est faite en interne justement pour combler cette espèce de gap, comme tu disais, entre l'esprit d'école et l'esprit d'entreprise. Ça, c'est vous qui transmettez peut-être ce savoir-faire et ce savoir-être pour passer en mode entreprise, quoi. Oui, alors le savoir-être, il y a des anciens élèves qui l'ont. Hein. C'est pas, je catégorise pas tout le monde comme ça. Mais c'est sûr que on est obligé de passer par une phase transitoire de, de savoir-être dans l'entreprise, de formation, puisque en marqueterie de paille, c'est pas très souvent évoqué en fait dans les écoles. Alors je sais que au fur et à mesure des années, comme nous, on emploie beaucoup d'élèves qui sont passés soit par Revel, soit par Boulle, soit par d'autres écoles. Finalement, les professeurs aussi jouent le jeu et puis commencent dans leur programme à inclure un petit peu la marqueterie de paille. Ce que moi, je trouve intéressant en fait dans cette démarche, parce que quelque part, c'est là aussi, je pense que dans les métiers d'art, il faut conserver la tradition, tout ce que l'on apprend et qu'on ne pourra peut-être pas forcément utiliser dans les entreprises, mais aussi il faut regarder où le marché se situe, essayer d'épauler les entreprises dans leurs besoins en personnel, puisque sinon, c'est nous qui allons devoir faire le travail en quelque sorte après. Je pense qu'une étroite relation entre les entreprises, en tout cas ce que nous on attend des jeunes dans les entreprises et les écoles, c'est bien parce que ça montre aussi que certains professeurs travaillent de façon intelligente pour que les élèves, une fois qu'ils ont terminé leurs études, puissent venir frapper à notre porte et puis arriver à faire une journée d'essai, une semaine d'essai, je dirais,
de façon un peu plus sereine parce qu'ils connaissent le sujet, quoi. Bien sûr. Oui, adapter les formations aussi à un secteur, aux besoins du marché et du secteur d'emploi. C'est sûr Mm. et c'est ce qu'on encourage typiquement à travers ce forum, mais on voit qu'il y a des liens entre les professeurs et les professionnels. On l'a découvert dans la mobilisation, souvent les métiers d'art, et c'est sûr que c'est précieux. Et souvent, les professeurs en métiers d'art sont eux-mêmes des professionnels. Je pense que ça aide aussi pour Ouais. connaître le marché. Alors justement, il y a une question de Colline pour savoir si en tant qu'entrepreneur dans les métiers d'art, vous avez reçu des aides particulières de l'État ou d'organismes pour vous aider à monter l'atelier, ou est-ce que vous avez dû vous débrouiller tout seul? Des aides, on n'en a pas eu. J'essaie de réfléchir en même temps. Alors, on a eu des aides, pas forcément en tant qu'entreprise des métiers d'art, mais des aides en tant qu'entreprise locale. Par exemple, la Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine nous a aidés quand on a agrandi notre atelier. Il y avait des aides au niveau régional, départemental qui étaient proposées. C'était quoi comme aide? Des prêts à taux zéro, des subventions? C'était une subvention qui correspondait à un certain pourcentage de la construction ou de l'extension de l'atelier jusqu'à un certain plafond, en fait. Bien sûr. Donc, mais bon, c'est quelques milliers d'euros à chaque fois qui sont les bienvenus, en fait. Bien sûr. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que ça aide. Aujourd'hui, on a reçu euh, quelques aides de l'État pour passer le Covid. On a eu, il y a quelques années, des aides parce qu'on avait embauché en CDI certains de nos salariés qui étaient en CDD. Donc, la communauté de communes de notre village essayait de supporter les entreprises qui embauchaient en CDI. Donc, voilà, c'est des petites choses tout au long du chemin, mais je dirais qu'aujourd'hui, je ne connais pas vraiment d'aide financière à quelqu'un qui voudrait s'installer directement. C'est plutôt des aides d'ordre d'organisation et de mise en place de l'entreprise. Il n'y a pas de... Pardon. Non, je t'en prie, Eric. Il n'y a pas de pépinière d'entreprise là où vous êtes situé? Là où je suis cité, il n'y en a pas. En tout cas, pas encore, je dirais, parce que je suis en train, avec la commune de mon village, d'essayer de développer ça. En fait, on est en train d'essayer d'obtenir le label Ville et Métiers d'Art pour justement essayer de créer une émulsion d'artisans d'art qui pourraient graviter dans ce village, puisque c'est un petit village très sympa qui a aussi le label Petite Cité de Caractère de Bretagne, donc qui est protégé avec des habitations qui sont restées dans leur jus depuis des siècles. Donc, je trouve que l'environnement s'y porte bien. Juste à côté de moi, il y a une entreprise de céramique qui fait des reproductions vraiment splendides pour des musées un peu partout dans le monde. Donc, il y a déjà une petite communauté en fait Un d'artisans d'art. écosystème. Ouais. Ouais. Et puis, notre village, depuis les années 90, est très tourné vers l'art en général. L'artisanat et l'art, en fait, ce sont deux thèmes qui gravitent ici depuis des décennies, en fait. D'accord. Nous, on a enfin, à Revel, les jeunes ont la chance, hein, nous, les anciens élèves qui se sont installés, bon, et ça fait déjà, il y a des petites entreprises qui sont installées depuis 10-15 ans et elles sont passées justement par la pépinière d'entreprise qui a été créée à Revel. C'est pour répondre à la question que posait Raphaël, c'est-à-dire que nous, des aides de la région, il y en a un petit peu, des aides du département aussi, mais la ville de Revel, enfin, c'est un gros village, on va dire, elle a mis en place justement cette pépinière d'entreprise pour faciliter des loyers modérés, des locaux, pour que les jeunes puissent démarrer. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait expliquer aux jeunes qui sont là à écouter, c'est possible. C'est possible, mais il faut avoir quand même on va dire un plan de carrière et savoir où on va
pas se lancer à l'aveuglette, quoi. C'est plus possible. Yann le fait bien comprendre, quoi. Et Nicolas Souchet, ce matin, qui est menuisier en siège et qui a voilà, un atelier florissant de menuiserie en siège, a expliqué que lui, il était parti de rien. Il avait réussi à emprunter 300 000 euros avec 3 000 euros d'apport, mais qu'il avait fait un dossier pour son banquier de 200 pages en racontant l'école boule, c'est quoi l'école boule, c'est quoi ma formation, pourquoi moi je vais réussir à faire ce que je fais. Et ça, je trouve que c'était un bon conseil. Toi, Yann, tu as dû emprunter. Est-ce que ça a été difficile pour toi de convaincre les banquiers sur le développement d'un business d'artisan? Alors, j'ai pas, au début de mon entreprise, j'ai pas emprunté en fait. J'ai eu l'avantage de revenir des États-Unis où j'avais bien gagné ma vie avec un petit peu d'argent et donc j'ai acheté mes machines tout seul. J'ai trouvé un local qui était pas vraiment un atelier, c'était plutôt un hangar qu'un atelier. J'ai mis mes machines dedans, j'ai commencé comme ça. Bon, c'était pas les meilleures conditions de travail. Ça a duré quand même 7 ou 8 ans comme ça. Ah oui. Et après un moment, je me suis dit, c'est bon, je ne peux pas continuer comme ça. Si je veux passer à la vitesse supérieure, il me faut déjà un local chauffé, quoi. Ce n'était pas possible. L'hiver, il faisait plus froid dans l'atelier que dehors, quoi. Oh là là. Donc en 2012, on a acheté l'atelier où là, on est présent. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai isolé tout l'atelier, j'ai mis un poêle à bois à l'intérieur. Et à partir de ce jour-là, déjà, ça a simplifié beaucoup de choses, puisque on a pu améliorer la qualité du travail, être plus serein sur ce qu'on livrait. Enfin, ça nous ouvrait d'autres portes, bien sûr. Bien Et sûr. aujourd'hui, depuis ce premier petit atelier qui faisait 450 mètres carrés, on a agrandi déjà 3 ou 4 fois. On a acheté un autre bâtiment. On est à aujourd'hui 2000 mètres carrés à disposition pour travailler. Ouais. Donc, on est passé vraiment à une étape supérieure. Et alors justement, il y a une question là-dessus. Est-ce que vous recrutez aussi des fonctions support autour marketing, commercial? Est-ce que c'est des profils que vous recrutez? Bien sûr. Donc, on a, alors dans l'entreprise, à part la partie, je dirais, des gens qui sont plutôt dans la partie pratique. Donc, comme tu le sais, Raphaël, j'ai mon épouse Sandra qui s'occupe de toute la partie communication de l'entreprise avec tous les supports visuels. C'est elle qui fait aussi tout le design des meubles, qui s'occupe de toutes les plaquettes de communication. Elle s'occupe aussi du recrutement, plus et plus toutes les personnes qui travaillent pour nous en tant que je sais pas du mot. Les sous-traitants, les partenaires? Non, en fait, Freelance. nos agents qui nous représentent. Ah oui, bien sûr. Donc, on a nos commerciaux, on a des commerciaux on a un commercial aux États-Unis, on a une autre commerciale en Angleterre, une en Russie, et on essaie de développer d'autres marchés. Et là, on est en train, justement, Sandra était à Paris la semaine dernière pour trouver une commerciale qui nous représente en France. Donc, c'est important, en fait, parce qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on est un bon ébéniste qu'on sait vendre son travail. Et ça, c'est un autre métier. Tout comme la communication, ce que fait Sandra, c'est un autre métier. Et je pense qu'aujourd'hui, notre entreprise, elle est ce qu'elle est grâce à l'addition de toutes ces personnes-là. Au début, c'était Sandra et moi, ce qui était déjà fabuleux, d'avoir en même temps la partie artiste et la partie artisan. Et puis après, il y a des collaborateurs qui sont venus se greffer, qui avaient d'autres compétences. On a aussi Brice qui travaille avec nous, qui est au bureau, qui est un dessinateur hors pair, qui travaillait avant chez Hervé Van der Straten. Tout ça, ça fait qu'on a on a des gens avec des très bonnes compétences, et c'est cette addition de toutes ces personnes en complément de tous les ébénistes et les marketeurs qui travaillent ici, qui ont aussi, eux, évolué au fur et à mesure des années,
c'est cette alchimie en fait qui fait que ça marche bien. Bien Si on sûr. enlève un maillon de la chaîne, on peut avoir les meilleurs ébénistes du monde, mais si on n'a personne pour nous acheter des meubles, Bien sûr. ça ne marchera pas. Mm. Ah, il y a une Et question. c'est, Pardon. non, je voulais dire, c'est vraiment, je pense que c'est dans nos métiers d'art, c'est important en fait de savoir communiquer. Mm. C'est très important, bien sûr. Mm. Il y a une question pour savoir si vous faites autre chose que du mobilier, par exemple des accessoires de haute couture. Non, on s'est principalement axé sur le mobilier. On fait de temps en temps des petits objets autres, comme des petites boîtes à cigares, des coffrets à bijoux, mais on est vraiment axé sur le mobilier. Après, on intervient pour les gens de la haute couture dans leur boutique, en fait. Oui, bien sûr. Mais et c'est souvent sur du panneau mural. Mais dans l'atelier, on fait que du meuble. Mm. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était un peu, on a mis comme titre de la conférence, c'est une de vos spécialités. Enfin, c'est souvent le cas hein, dans les ateliers d'art, c'est que vous travaillez beaucoup pour les maisons de luxe. Est-ce que vous travaillez pour eux à travers des décorateurs ou vous travaillez en direct pour les marques? Euh, Il y a un petit peu les deux. Ça dépend des marques. Euh, les marques, par exemple, la marque Cartier, on ne travaille pas directement pour Cartier, mais Cartier fait intervenir des décorateurs connus Mm. dans leurs différentes boutiques. Ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, on travaille individuellement pour chaque décorateur de la marque Cartier. Par contre, pour Chaumet et Dior, c'est des gens avec qui on travaille directement puisqu'ils ont en interne des personnes qui s'occupent de la décoration de leur boutique. Donc, ils ont développé des cabinets de décoration en interne. Et là, on travaille directement avec eux. Alors, Cartier a aussi ça, mais je dirais qu'ils ont plus un regard, un deuxième regard en fait. C'est-à-dire que c'est le décorateur au départ qui dessine vraiment la boutique, je pense. Et puis Cartier euh, peut-être fait quelques petites retouches sur la décoration, ou en tout cas a un œil global de ce qui se passe pour être sûr que toutes les boutiques soient à peu près dans le même esprit. Mais ils ne dessinent pas, à ma connaissance, ils ne dessinent pas directement leur boutique. D'accord. Donc, on a une nouvelle question pour savoir comment vous gérez l'innovation dans votre atelier. Est-ce qu'il y a un temps qui est consacré à la recherche, à l'expérimentation? Quelle part à l'innovation dans votre quotidien? L'innovation vient. Il y a une grosse part à l'innovation, à la création. L'innovation, ça va un peu ensemble. Dès qu'on crée quelque chose de nouveau, bah, on essaye de repousser un petit peu les limites de la matière ou du dessin. Donc, ça entraîne un peu des questions de fabrication, des techniques différentes. Euh, donc ça peut être au travers de nos propres dessins. Donc Sandra qui dessine les meubles, bon, ça fait déjà 20 ans qu'elle est dans le secteur d'activité, donc elle sait quand même relativement bien comment un meuble va se construire, mais pas forcément dans tous ses détails. Donc elle a l'esprit libre de pas Des des contraintes contraintes techniques. Ouais. techniques, chose que moi j'ai pas. Donc c'est plus difficile de travailler dans la démarche inverse. Et les décorateurs, eux, ils sont un petit peu dans ce même état d'esprit où ce qui les intéresse, c'est l'objet fini avec les matières, à quoi ça ressemble esthétiquement. Ils voient souvent plus ça comme une œuvre d'art, en fait, et sans vraiment se soucier de la partie technique. Et c'est là où euh, bah, l'innovation rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver alors, soit des nouvelles techniques pour appliquer des matières qu'on applique au quotidien, mais là, dans des cas de figure un peu compliqués. Soit ils arrivent avec des idées complètement nouvelles ou des matériaux complètement nouveaux, et puis Faut s'adapter.
faut s'adapter, il faut faire des recherches, faut compter sur ce qu'on connaît, essayer de l'appliquer, peut-être le modifier pour arriver au résultat escompté. Vous utilisez les outils numériques, j'imagine. Oui, on utilise. Alors, on n'en a pas dans l'atelier. Ah oui. C'est un choix, à part les scies à format qui sont à positionnement numérique, mais tout ce qui est défonceuse à commande numérique, on n'en a pas ici. On a un sous-traitant qui est à une demi-heure d'ici, de l'atelier, donc on a fait le choix de faire sous-traiter toute cette partie-là, puisque c'est des compétences et puis des machines, enfin surtout des machines qui coûtent cher. Et puis comme on n'en a pas besoin au quotidien, en fait, on a trouvé ça plus simple. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus simple. Et puis, depuis quelques temps, on travaille aussi un peu plus avec la découpe laser, qui nous permet soit de graver des choses de façon très précise, soit de découper des choses précises. D'accord. Il y a une question sur la marqueterie de bois. Est-ce que la marqueterie de bois est devenue ringarde et remplacée par la marqueterie de paille? Je pense qu'on n'est pas sur le même... la marqueterie de paille, donc je trouve il y a un jeu de lumière qui est intéressant, qui, je pense, offre un côté un peu moderne, un peu plus en tout cas que la marqueterie de bois. En plus, la marqueterie de bois, donc il y a aussi, c'est peut-être là où au niveau de la compétition, en fait, il y a beaucoup de gens qui font de la marqueterie de bois à laser. Et là, si on veut vraiment rester sur la marqueterie de bois traditionnelle, découpée au chevalet ou à la scie à marqueterie, forcément, on ne va pas être du tout dans le jeu, quoi, parce que... on n'est pas compétitif. Bah non. Alors, il faut trouver, je pense qu'il y a encore un marché pour ça, et je l'espère. Il y a certaines personnes qui ont les moyens, qui veulent revenir à la marqueterie de bois découpée à la main, parce qu'on sent derrière tout ça qu'il y a un homme qui l'a fait. C'est pas parfait, c'est ce qui en fait sa beauté. Mais bien sûr, après, forcément, je ne sais pas s'il y a une centaine de mètres carrés à faire de marqueterie de bois, voilà, pour des questions budgétaires, on va passer sur de la découpe laser. Ouais, les entreprises qui font ça, ça peut même être des agenceurs, hein. C'est pas forcément des marketeurs. Ils font ça déjà de façon un peu plus simplifiée, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que Yann, il y a un dernier message que tu voudrais passer aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent réussir dans la marqueterie ou l'ébénisterie? Le message, c'est que oui, je pense qu'il y a vraiment de la place en fait dans les métiers d'art. C'est vraiment une chance en France de pouvoir continuer à étudier tous ces métiers d'art qui sont délaissés dans plein d'autres pays, même des métiers qui sont devenus rares en fait, où on n'a plus presque personne. Moi, je le vois au travers des entreprises du patrimoine vivant. Il y a des métiers, des professions où c'est la dernière personne à le faire en France. Il n'y a personne pour reprendre derrière. Alors qu'il y a du travail. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut faire son trou, il faut se tourner vers l'étranger. C'est là définitivement que les marchés sont. C'est pas en France qu'on va trouver forcément les clients qui ont les moyens de s'acheter des œuvres d'art en fait. Il ne faut pas hésiter donc il faut parler anglais, il n'y a pas le choix. L'anglais, moi je dis souvent, c'est le premier outil que je sors de ma caisse, hein, parce que avant de créer le projet, il faut l'obtenir, donc il faut parler anglais, quoi. Et aujourd'hui, je pense que cet outil-là, l'anglais, c'est ce qui fait tourner notre entreprise. Mon épouse, comme tu le sais, elle est américaine. Mais malgré tout, moi je suis bilingue, donc je négocie en anglais quasiment 80% de mes projets, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc
Pour moi, c'est hyper important. Les métiers d'art, on devrait avoir un focus sur l'anglais un peu plus important parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est à l'étranger que ça se passe, quoi. Eric, il parle anglais, tes élèves? Ben oui, parce que tout à l'heure, Yann, il parlait de Silver Lining. Moi, j'ai 2 anciens étudiants qui y travaillent, hein. Un pour la marqueterie de bois. C'est une jeune fille, c'est Audrey d'ailleurs. J'ai eu des nouvelles avant-hier. Et j'ai un autre garçon d'une autre promo qui s'appelle Yannick, qui lui est spécialisé dans la paille chez Silver Lining. Ouais. Enfin, nous, c'est un message qu'on leur fait passer de suite. Yannick, il est passé chez moi aussi. Oui. Donc, Audrey, peut-être pas, mais… Non, mais Yannick, oui, je l'avais… Il est passé… Et après, il est parti chez Silver Lining. Enfin, oui, nous, on essaye de mettre nos jeunes en relation avec des gens comme Yann, avec tous les professionnels que moi, j'ai dans mon carnet. On leur dit, et surtout, on leur dit d'être très humbles. Enfin, moi, c'est un discours que j'ai dès là, quand ils sortent. Nous, on ne peut, dans le temps qui nous est alloué, on ne peut leur donner que les bases. Nous, notre travail à nous, en tant qu'enseignants, c'est de leur donner les bases les plus solides possibles pour trouver le premier job, parce que c'est le plus dur. Même si le premier job, il fait que 2 mois, qu'il fait que 3 mois, quand on a fait 3 mois dans une entreprise, c'est plus pareil. Quand on va chercher un autre boulot après, on n'est plus considéré comme un étudiant sortant de l'école. On est déjà un professionnel. L'expérience, elle est peut-être réduite, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais on a déjà de l'expérience. C'est plus la même chose. On n'est plus sur le même rythme, on n'est plus… Et quand déjà ils ont compris ça, moi je rejoins Yann, c'est déjà un gros pas en avant. C'est-à-dire qu'après on progresse. Après on progresse. Nous, on ne s'est pas fait en un jour, même en étant diplômé de l'école Boulle, quand on sort, moi je me souviens à l'époque, le premier salaire, c'était le SMIC. Ouais, bien sûr. Et puis, ce n'est pas grave du tout, mais on a un travail. Après, on progresse, après, on évolue, après, on peut changer de voie. C'est des jeunes aujourd'hui qui apprennent la marqueterie, ils ne finissent pas tous dans la marqueterie. Moi, j'en ai beaucoup qui sont dans l'aéronautique. J'ai pas mal d'étudiants qui sont en Suisse pour faire des intérieurs d'avions. Bon, voilà, avec le Covid, ce n'est pas pareil, mais ils aménagent des petits avions, des petits avions privés. Et enfin, ça fait partie du métier, ça aussi. Mais moi, je rejoins Yann aussi. C'est-à-dire que l'anglais, c'est aujourd'hui incontournable dans la formation. C'est-à-dire que nous, on leur donne un petit lexique pour les bois. Les bois, il faut les connaître en français, mais il faut les connaître en anglais. C'est impératif. Le nom des machines, c'est en français et en anglais parce que demain, moi, j'ai eu l'occasion aussi d'aller faire des chantiers sur New York. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres moyens. Il faut en passer par là. Ça fait partie, comme disait Yann, de la boîte à outils de l'artisan d'art aujourd'hui. Et moi, je le rejoins vraiment complètement. C'est indissociable. Elle est géniale, cette phrase. L'anglais, c'est le premier outil que je sors de ma caisse à outils. Je pense que les filles ont dû la noter parce qu'elle est vraiment géniale. Moi, je le rejoins à 200%. C'est indissociable. Indissociable. Alors, il nous reste 3 minutes. Il y a une question, Yann, pour savoir qu'est-ce que les centres de formation peuvent faire pour mieux former les élèves? D'après toi, d'après ce que tu vois, toi, à l'atelier avec les jeunes que tu recrutes. Les centres de formation, alors peut-être, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, mais moi, je pense que certains centres de formation, si je prends celui qui est à côté de chez moi, par exemple la Chambre des métiers de Fougères ou des centres de formation d'apprentissage qui ne sont pas très loin, en tout cas dans l'ébénisterie, on ne sent pas forcément que c'est très en relation avec les entreprises locales. J'ai parlé de la marqueterie tout à l'heure avec Revel et tout ça. Là, on voit bien que ça marche bien, que les professeurs sont à nos côtés. Mais je trouve que dans la partie ébénisterie, c'est un peu moins suivi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'ébéniste, en fait, c'est un peu tordu, la définition. Si on pose la question à quelqu'un lambda dans la rue, la plupart des gens vont répondre c'est un gars dans un atelier poussiéreux qui répare des chaises ou qui restaure des meubles. Mais aujourd'hui, sincèrement, ce n'est pas du tout, moi, la définition que j'entends de l'ébéniste, en fait. Et puis, c'est un long débat parce que je pense que l'agencement et la menuiserie s'est développé à manger des parts de marché de ce qui autrefois nous appartenait, c'est-à-dire le travail du plaquage. Ce qui fait la définition de l'ébéniste, c'est plaquer une matière noble sur un
un substrat qui ne l'est pas ou qui l'est moins en tout cas. Et ça, aujourd'hui, cette définition-là, elle est presque complètement, je dirais, prise par des agenceurs haut de gamme, en fait, qui ont des grands ateliers de production, qui font des très belles choses. Et j'ai plutôt l'impression que l'éducation des ébénistes, en fait, en tout cas pour cette partie-là du métier, c'est plutôt axé vers ça, mais pas dans les ateliers où on fait vraiment du meuble haut de gamme ou du meuble d'art. Ça se perd un petit peu, quoi. Et si on prend l'exemple de ce qui se passe en Allemagne, par exemple, ils ont beaucoup d'écoles qui sont très en relation avec le besoin des entreprises locales. Donc, ils forment les jeunes aussi partiellement aux besoins de ce qu'ils vont trouver autour de chez eux. Et en embauche, en travail, pardon, je parle. Donc, en tout cas, pour moi, dans mon secteur, la partie ébénisterie, elle est un petit peu délaissée, à mon goût. Ok. Et ces liens avec les professionnels. Eric, est-ce que tu veux conclure en une phrase? Conclure, non. Moi, j'invite les enseignants à ne jamais perdre le contact avec le monde du réel. Ouais, c'est vraiment le message de cette session. Bien sûr. Ouais. Moi, je rejoins Yann. C'est-à-dire que nous, enfin, moi, je parle de mon petit établissement. On est très, très loin de l'école Boulle. Hein. C'est tout petit, nous, Revel. Mais à chaque fois qu'on ouvre des formations ou qu'on fait un bilan de formation, on va toujours demander aux artisans où ils en sont et ce qu'ils ont besoin. Alors, si on prend le cadre du numérique, quand on a ouvert à l'époque le DMA, pour ce qui était les outils numériques, on a fait la tournée des architectes, des ébénistes, des agenceurs, tout ça, pour savoir quel logiciel il fallait qu'on emploie. Et c'est eux qui nous ont dit, il vous faut vous mettre sur AutoCAD. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé. Bien sûr, c'est le terrain. C'est eux qui nous disent, et c'est comme ça qu'on arrive après à placer nos jeunes. Si on casse cette relation, parce que nous, on forme des gens pour que demain, ils trouvent du travail, pas simplement pour faire de la formation. Ouais. Donc, le vrai principe est, plus on va discuter avec des gens comme Yann ou même des artisans plus petits, hein, je veux dire, ils ont toujours des choses à nous apprendre et ils sont toujours confrontés à des problèmes que l'éducation nationale ne rencontre pas. Bien sûr. C'est une très belle conclusion, je pense, et ça doit être le message de cette session. Merci beaucoup, messieurs. On doit enchaîner sur la dernière session de ce forum. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous et à très, très bientôt. Et merci Salut. Merci infiniment pour votre temps. Le lien pour nous retrouver à la prochaine session est dans le chat. Et je vous dis à tout de suite. Bon après-midi et à très bientôt.